Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Le temps qui passe laisse derrière nous des histoires qui sont bien différentes des nôtres. Pour ne pas oublier les traces du passé, Sylvie Potvin part à la recherche de ses aînés qui ont tant à nous raconter. Des souvenirs de la vie d'autrefois au Kamouraska, c'est ce que vous propose Mémoire vivante. Cette semaine, à Mémoire vivante, la deuxième partie de notre entretien avec M. Gilles Gosselin sur l'histoire de la radio de l'Apocatière. Ça veut dire que vous avez connu plein de gens durant votre carrière, que j'imagine qu'il y a des personnes très intéressantes qui vous ont influencé. Oui, exactement. C'est évident. Comme une personne qui m'a particulièrement influencé, que vous avez connue ici à l'Apocatière, et puis qui maintenant œuvre principalement à Rivière-du-Loup, c'est M. Bernard Bélanger, qui était copropriétaire du garage Raymond Plourde Automobile. C'était un homme qui avait énormément d'envergure. Le docteur Dallaire, entre autres, était un homme aussi qui avait beaucoup de facilité à s'exprimer et puis qui a apporté beaucoup à la région en tant que telle. Puis également, si on regarde strictement au niveau de l'évêché de l'Apocatière, que ce soit Monseigneur Gaumont, que ce soit Monseigneur Charles-Henri Lévesque, que ce soit finalement les prêtres qui enseignaient ici au collège, les gens également qui se sont succédés à l'ITA de l'Apocatière, nous avions un bassin de professionnels ici à l'Apocatière hors du commun, tenant compte du bassin de population. C'est la même chose du côté de Saint-Pascal avec M. Ernest Ouellette et bien d'autres. Les députés de l'époque ont également joué un rôle un rôle important au milieu en tant que tel pour le faire évoluer, le faire avancer. La venue de Bombardier, ça s'est pas fait, si vous voulez, de façon magique. Il y a eu des implications directes du milieu, que ce soit des députés de Claude Béchard et ceux qui ont précédé, qui ont amené effectivement davantage d'industrie à l'Apocatière. Et il faut dire dans le domaine du commerce, les gens de l'Apocatière étaient très, très actifs, que ce soit au niveau de la famille Lebel, que ce soit au niveau de la famille Kazoum. C'est que c'était des gens qui étaient excessivement connus, qui voulaient véritablement que le milieu se développe largement, non seulement à l'Apocatière, mais également dans l'ensemble du territoire. C'est des gens que vous avez côtoyés, puis j'imagine, je ne sais pas comment ils réagissaient quand ils vous voyaient, qu'ils savaient qu'il fallait qu'ils fassent une entrevue avec vous. Mais je dois vous préciser qu'au niveau des hommes et des femmes d'affaires de l'époque, ils étaient peut-être ouverts à l'idée qu'il était important de donner son opinion. Alors, comme ces gens-là avaient l'opportunité dans le commerce de rencontrer énormément de gens, eh bien, ils étaient peut-être plus ouverts, il y avait moins de retenue. Tandis qu'un maire d'une localité qui représente la population face à un projet, que ce soit d'aqueduc, d'égouts ou encore d'augmentation des taxes municipales, eh bien, il était toujours perçu comme quelqu'un qui apportait quelque chose, là, qui dérangeait les gens. Alors, à ce moment-là, eux étaient plus réticents à offrir une entrevue que les gens d'affaires. Quand vous parlez de gens d'affaires et tout ça, j'imagine qu'il vous est arrivé aussi des fois des choses en disant « Ah, cette rencontre-là, j'aurais jamais aimé la faire » ou « Cette entrevue-là, j'étais mal à l'aise » ou « La personne, elle voulait pas » ou... Moi, je dois vous dire que de ce côté-là, j'ai été particulièrement chanceux parce qu'au point de départ, j'aimais les gens du Kamouraska, puis de Lillet, puis de Charlevoix. Et c'est qu'avant de rencontrer cette personne-là, c'est que je me préparais. Et je me disais, les questions que je vais poser à la dite personne, à l'invité en question, c'est que j'aimerais aussi jouer le rôle inverse, être l'invité. Bon, telle et telle question, je vais répondre quoi? Alors, je voulais véritablement que chacune des entrevues que je faisais soit constructive, parce que je percevais ces gens-là
qu'ils avaient une certaine confiance en moi. Alors, je ne voulais pas de ce côté-là les décevoir. Et ce qui était important à mes yeux, c'était toujours l'objectif premier, c'était de développer la région, le milieu. Donc, par conséquent, c'est que j'allais chercher des choses constructives et non essayer de piéger l'invité. Parce qu'assez souvent, si vous avez cette attitude-là négative, la personne en tant que telle se retient et la vérité ne vient pas. Alors donc, à ce moment-là, j'aimais mieux avoir une ouverture plus large, laisser à la personne le temps de s'exprimer, de dire ce qu'elle a à dire. Ce n'est pas la personne qui fait l'entrevue de prendre, au fond, le rôle de vedette lors d'une entrevue. C'est l'invité qui est important. Donc, à ce moment-là, de suivre ce que l'invité a à dire et de poser des sous-questions en lien si, effectivement, à votre esprit, telle chose n'est pas suffisamment claire, de demander davantage de précision. J'imagine que ça, on apprend ça aussi avec l'expérience. Oui, j'ai eu cette opportunité-là dans le sens que je viens du milieu de l'enseignement. Comme chez nous, la plupart des personnes ont œuvré dans le domaine de l'enseignement et j'ai enseigné, moi aussi, au niveau des techniques de loisirs au cégep de Rivière-du-Loup. C'est que ce que je disais, il était important que ton énoncé soit clair, soit précis. Donc, à ce moment-là, je me disais que face à la population, que face à une entrevue, il est important aussi que les questions soient précises, soient claires, soient ventilées. Alors, je me suis servi finalement de ce guide-là au cours de ma carrière et ça m'a servi également lorsque on m'a confié au niveau de la radio de Rivière-du-Loup, M. Luc Simard, qui m'a confié le rôle de la responsabilité du personnel. Alors, naturellement, lorsque vous avez du personnel à diriger, eh bien, vous avez des caractères différents, vous avez des problèmes différents au niveau de chacune des personnes. Chaque personne est importante. Alors, il faut véritablement être disponible pour ces gens-là, puis aussi avoir une ouverture d'esprit. Ça, c'est après, parce que vous avez, quand vous avez laissé l'animation, est-ce que ça vous a fait un deuil pour prendre... Bien, je dois vous dire que j'ai quitté l'animation en 1987 pour des raisons qui sont d'ordre... C'était un choix administratif, dans le sens que la radio de la Pocatière, tout comme la radio de Rivière-du-Loup et la télévision de Rivière-du-Loup, entrait finalement sur une période d'une syndicalisation. Comme la radio et la télévision étaient syndiquées et que moi, personnellement, j'étais cadre d'une entreprise, que j'étais actionnaire, entre autres, de la radio de la Pocatière, donc je ne pouvais plus être à l'animation en tant que telle. C'est ce qui explique que j'ai travaillé principalement au niveau de la gestion et de l'administration du domaine des communications en radio et en télévision à Rivière-du-Loup. Il est arrivé un événement fâcheux, justement, au poste de CHGB aux alentours de 1980. Bon, il y a eu l'incendie en 1989. Ce qui s'est produit, c'est que c'était la fin de semaine qui précédait la fête de Pâques. Et le propriétaire de l'épicerie, puisque le commerce du magasin Paul Lebel avait été converti en épicerie dans la partie basse, et nous étions au deuxième étage de l'édifice Lebel, au 708 4e avenue à la Pocatière. Et le propriétaire de l'établissement avait décidé, pour sa clientèle, de fumer le jambon pour la période de Pâques. Donc, dans une annexe, dans une pièce d'à côté, il avait une petite installation, puis il fumait le jambon. Et là, au cours de la nuit, du 16 au 17 mars 1989, il y a eu un incendie, ça a surchauffé. Là, il y a un incendie qui s'est déclaré dans cette pièce-là. Et là, ça s'est propagé lentement au cours de la nuit à l'ensemble du bâtiment. Et vers 1h du matin, des étudiants de l'ITA de la Pocatière, qui avaient un petit appartement dans cette zone-là, ont vu de la fumée sortir de l'édifice Lebel. Et là, ils ont alerté les pompiers. Mais lorsque les pompiers sont arrivés, malheureusement, les flammes s'étaient propagées quasi à l'ensemble du bâtiment. La radio de la Pocatière était située au 2e étage. Et nous avions une discothèque
impressionnante. C'était la plus grosse discothèque qu'il y avait dans la province de Québec. Même Radio-Canada nous demandait des fois des enregistrements parce que M. Marc-André Frèvre est un mélomane. Donc, il avait fait l'acquisition de nombreux micro-sillons dans les années qu'il avait dirigé la station. Et là, moi, lorsque j'étais à Rivière-du-Loup, Jacques Dufour m'a appelé pour me préciser que l'incendie s'était déclaré au niveau du premier étage. Alors moi, en montant rapidement à la Pocatière, je me disais, sans doute que les pompiers vont être capables de circonscrire l'incendie. Et puis à ce moment-là, on va être en mesure de sauver peut-être une partie du studio, mais au moins la discothèque qui était complètement à l'arrière. Mais malheureusement, là, lorsque nous sommes arrivés, les pompiers ont dit non, il n'est pas question que vous puissiez entrer. C'est trop dangereux. Et on dit, malheureusement, tout y passe. Parce que s'ajoutait au malheur de l'incendie, c'est que ce matin-là, il ventait énormément à la Pocatière. Et même les pompiers de la Pocatière avaient demandé aux pompiers de chez Bombardier de venir les aider parce qu'ils craignaient une conflagration. Oh, ouais. Mais heureusement, l'incendie s'est limité à l'édifice Lebel, mais aussi l'épicerie qui était à proximité de M. Rénal Hudon avait passé au feu et la maison de l'ancien propriétaire de la station de radio, M. Thomas Desjardins, avait également passé au feu lors de cet incendie. Alors naturellement, ça avait été une tragédie majeure. Alors il a fallu se retourner. C'était les studios, mais le site émetteur, lui, n'était pas touché. Donc M. Guy Simard, qui était le fils de M. Luc Simard, qui était devenu propriétaire de la station, s'est immédiatement mis au travail pour faire l'acquisition de nouveaux équipements. Et là, nous avons procédé à l'installation des nouveaux équipements au-dessus de la pharmacie Marchand et Robitaille à la Pocatière sur la 6e avenue. Donc, nos studios ont été là pendant une période de 10 ans. Alors, c'est comme ça, finalement, que la station de radio a reparti. Mais lorsque nous avons vécu l'incendie, au même moment, il y avait, au niveau de la technologie, des modifications importantes qui se réalisaient au Québec. De plus en plus, les radios délaissaient l'AM au profit du FM, de la fréquence FM. Donc, nous avions demandé au CRTC l'autorisation de modifier la licence de CHGV La Pocatière, qui était donc un permis, en station FM. Et naturellement, que ça a pris un certain temps que le CRTC prenne sa décision. La décision est venue en 1991 et en 1992, nous avions démarré la nouvelle station Choc FM, qui est toujours en opération aujourd'hui, sur la bande FM. Donc, ça a nécessité, comme je l'ai dit antérieurement, un transfert en ce qui regarde le site émetteur tout près de la route transcanadienne au site du Randu-Vide à Saint-Onésime. C'était donc de nouveaux équipements. Et il y a eu à l'époque une très belle contribution au niveau de prêts venant des gens du milieu pour nous aider à faire l'acquisition de ces équipements-là. Puis je dois littéralement remercier, entre autres, la maison funéraire Pelletier, M. Claude Langlais, et également Monseigneur André Gaumont, qui est la Caisse populaire de la Pocatière, qui nous ont aidés à passer à travers, finalement, cette épreuve-là. Et aujourd'hui, la Pocatière a encore sa station, et puis l'encouragement, naturellement, des hommes et des femmes d'affaires du milieu, du Kamouraska, de l'Îlet, pour, en réalité, là, qu'on puisse reprendre le terrain perdu et assurer un avenir à la radio de la Pocatière. Et c'est comme ça, finalement, que la radio de la Pocatière a repris vie. Parce qu'au moment de l'incendie, il y a eu le raisonnement suivant. Était-il avantageux de repartir une radio à la Pocatière ou d'en faire une station de retransmission de la radio de Rivière-du-Loup? Et moi, personnellement, connaissant très bien les gens de la Pocatière, leur fierté, leur autonomie, que la radio avait toujours été parmi leur façon de vivre depuis 1938, je trouvais que c'était inadmissible qu'en 1977,
qu'il n'y ait plus une radio locale à l'Apocatière. Donc, j'avais réussi à convaincre le bureau de direction de Rivière-du-Loup de maintenir une radio locale à l'Apocatière. Et effectivement, la radio locale à l'Apocatière demeure toujours autonome, demeure toujours active dans son milieu. Parce que ça leur a été une belle occasion aussi lors de l'incendie de dire on met fin à toutes les activités de la radio. Oui, mais ce qui était important, c'est que le milieu du Kamouraska et le territoire de l'Îlet étaient habitués d'avoir un service local. Puis c'était reculé véritablement là, pour les gens du milieu de se retrouver dépendants totalement de Rivière-du-Loup. Vous aviez un collège qui était très actif, l'Institut de technologie agricole était très actif, vous aviez ici l'évêché qui avait une influence très grande dans le milieu. S'était implantée une industrie majeure, Bombardier, qui faisait vivre un nombre de personnes. Vous aviez dans le secteur de la restauration, avec le Martinet, vous aviez, et d'autres commerces, vous aviez une belle porte ouverte, au fond, sur le développement économique de la région. La ferme expérimentale, il y avait énormément de possibilités. Et puis, les gens de la région tenaient, que ce soit au niveau de ces Charles Kidd de l'Apocatière, de Kazoum, de l'entreprise Lebel à l'Apocatière, ils tenaient vraiment à ce que le milieu continue à se développer par lui-même, de façon autonome. Et c'est ce qui s'est effectivement réalisé et nous avons toujours ce même encouragement venant des gens du milieu. Ça veut dire que les gens se sont serrés les coudes dans Exactement. le fond pour conserver leur station. Exactement. Tantôt, je voulais vous demander comment s'était fait le changement de CHGB à Chox, mais c'est à cause de la bande FM que vous... Eh bien, c'est à cause qu'à un moment donné, nous avions réalisé qu'il était inutile de réinvestir des argents dans une technologie qui était appelée à disparaître. Et d'ailleurs, vous pouvez le constater aujourd'hui, les stations AM, il y en a quasi plus. Alors, ce sont des stations FM. Alors, ça a été une belle opportunité qui s'est présentée. Et je dois vous dire que la radio de l'Apocatière a été la première radio FM où le CRTC a accepté un changement de vocation d'une radio AM en radio FM. Jusqu'à 1991, le CRTC avait toujours refusé à tout propriétaire d'entreprise une conversion. Le CRTC acceptait, exemple, comme pour CHRC, qui avait une radio AM, d'avoir une radio FM indépendante. Il fallait qu'il y ait les deux. Il fallait qu'il ait les deux. À CJBR, la même chose, avoir une radio AM et une radio FM. Mais qu'il y ait une conversion d'un seul permis d'une radio AM en radio FM, ça, là, c'était pas dans les cartons du CRTC. Mais ils ont fait une exception, et peut-être, si vous voulez, on pourrait dire une bonne revendication de notre part, c'est que le CRTC devait aussi constater que l'Apocatière, quand même, ce n'est pas la ville de Québec. Mm-hmm. Et puis, c'était impossible d'envisager qu'il y ait deux stations, quoique, en 1965, M. Marc-André Freb, qui avait toujours finalement l'idée d'innover, avait démarré une station CHGB-FM à l'Apocatière, mais qui était affilié à la Société Radio-Canada et il diffusait principalement des émissions provenant de Radio-Canada. Mais c'est que ça n'avait pas d'influence sur le marché publicitaire. Okay. Mais en réalité, là, lorsque nous avons fait l'acquisition, nous, des stations de radio, la station AM était la station qui était opérationnelle. OK. Et puis, comment vous voyez le changement de la radio aujourd'hui? C'est sûr que ça n'a plus la même vocation, par exemple, qu'en 1938, où est-ce que c'était presque des seuls moyens de communication? Oui, nous avions des auditoires captifs à l'époque, tandis qu'aujourd'hui, les gens peuvent choisir le type de radio qu'ils veulent véritablement écouter. C'est la même chose au niveau de la télévision. Il y a du choix. Mais à l'époque, c'était véritablement la radio de leur coin de pays. Alors, il fallait faire refléter la couleur locale de chacune des régions. Donc, pour le Kamouraska et pour la région de l'Îlet et de Charlevoix, c'était important de parler des gens du milieu, de leurs préoccupations en tant que telles. Alors ça, cet aspect-là était majeur. Et dans un deuxième temps,
c'est que vous parliez au niveau technologique. Oui, il y a eu par la suite, progressivement, des améliorations qui ont été apportées, qui ont fait en sorte qu'avec de l'équipement davantage performant, il était possible de diffuser des émissions sans être présent, sans qu'il y ait une ressource humaine de façon continue. Ça a été un avantage qui s'est concrétisé. Et naturellement, avec l'amélioration aussi des équipements techniques, il a été possible d'être opérationnel 24 heures sur 24. On n'avait plus, là, à ce moment-là, des équipements à lampe. Alors ça aussi, ça a été une amélioration qui a été apportée avec les années. Au niveau de l'information, on a développé davantage des émissions dites d'affaires publiques. Alors, à ce moment-là, que la salle des nouvelles, au lieu de faire uniquement de la couverture d'événements, puisse faire venir en studio des invités et les émissions, les entrevues qui sont réalisées dans le cadre de ces émissions-là sont enregistrées. Et à ce moment-là, le nouvelliste, lorsqu'il quitte le studio pour aller bâtir son bulletin de nouvelles, il peut aller se chercher des extraits sonores d'une entrevue réalisée le matin avec le maire de la Pocatière, le maire de Saint-Pascal ou le député du Kamouraska. Ça, à ce moment-là, il s'est développé de nouveaux outils de travail qui facilitent pour la personne responsable de la salle des nouvelles son travail. Et je dois vous dire aussi, étant donné que les gens sont sur le marché du travail, qu'ils écoutent la radio soit le matin, soit à un moment donné sur l'heure du midi, en fin d'après-midi ou en fin d'après-midi, eh bien, ils peuvent entendre l'extrait sonore d'importance que l'invité a donné lors de l'entrevue du matin. Puis si, pour une raison ou pour une autre, l'auditeur n'était pas à l'écoute à ce moment-là. Donc, ça l'a permis au niveau de l'information principalement, d'améliorer la couverture de certains sujets. Alors les gens ont été davantage informés par les bulletins de nouvelles qui se sont succédés à différentes heures aussi de la journée. Ici, on a augmenté au niveau de la Société Radio-Canada le nombre de bulletins de nouvelles et ça a été la même chose au niveau de la radio régionale. OK. Puis, comment vous entrevoyez le futur de la radio? Pour notre région, que je considère un peu privilégiée, c'est que la radio d'ici fait encore partie d'une grande famille qui croit en la radio régionale. Nous ne sommes pas tombés, comme territoire, dans une région où une entreprise d'importance de Montréal, un grand réseau, achète une série de stations et là décide de centraliser ses opérations à un point donné, soit à Québec ou à Montréal, et là, finalement, qu'il puisse y avoir dans le milieu un correspondant ou une personne qui intervient une fois de temps en temps à l'intérieur de la programmation de ce grand réseau-là. Non, nous, on a cru, la famille Simard, M. Luc Simard, le père, et Guy Simard, a tenu jusqu'ici à garder son indépendance, à savoir que la radio de Rivière-du-Loup, la radio de Montmagny, la radio de la Pocatière, et maintenant nous sommes propriétaires également de 2 stations de radio à Saint-Georges-de-Beauce, que chacune de ces radios-là demeure autonome. Alors ici, vous avez un personnel attitré pour les ventes, vous avez quelqu'un d'attitré pour la comptabilité, vous avez des annonceurs qui sont propres au milieu en tant que tel, et c'est comme ça finalement que nous opérons. Il y a des collaborations entre les salles des nouvelles, si nécessaire, au niveau du service technique, s'il y a un problème majeur au niveau de l'émetteur ou quoi que ce soit, qu'il y a des échanges de services. Ça, supposons, nous le faisons, mais nous tenons malgré tout à ce que chaque station puisse avoir pignon sur rue dans les points importants du territoire, soit à la Pocatière, à Montmagny, à Rivière-du-Loup et à Saint-Georges-de-Beauce. Par contre, c'est intéressant de garder la radio du milieu, exactement, que ce soit une radio régionale. C'est ça, qui touche vraiment les gens. Mais ça, il faut dire une chose, c'est qu'il a été possible de le faire grâce au soutien et à la confiance des gens du milieu.
Ça, supposons, ça a joué un rôle important. Ah oui? Si les gens du milieu avaient démontré une certaine indifférence, peut-être que la radio de la Pocatière ferait partie d'un grand réseau. Mais non, les gens de la Pocatière tenaient aussi à avoir pignon sur rue, d'avoir la possibilité d'avoir accès à nos studios pour préciser leurs pensées sur tel ou tel sujet. C'était, entre autres, important pour les chefs de file du milieu que cette réalité-là demeure. Ah, c'est intéressant. En tout cas, je vous remercie beaucoup, M. Gosselin, pour cette belle entrevue. Ça m'a fait grandement plaisir d'y participer et je souhaite une chose, que la radio de la Pocatière, qui soulignera le 2 décembre prochain ses 80 ans d'existence, puisse continuer à bien desservir la population de l'Îlet et de Kamouraska et longue vie, finalement, au domaine socio-économique de notre belle région. Bien, merci beaucoup. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.